the night she admits stabbing her husband Jeffrey Wright nearly 200 times at their home in northwest Harris County, then partially burying his body in the back patio area. L'histoire énigmatique de Susan Wright, une femme apparemment ordinaire dont la vie a pris un tournant sombre et inattendu. Derrière le voile de la routine quotidienne se cachent des secrets, des mensonges et une toile complexe de trahison. Les apparences peuvent être trompeuses. Et dans le cas de Susan, la réalité est bien plus sinistre que quiconque aurait pu l'imaginer. Disney wedding specialists can guide you in crafting a wedding celebration. Née en 1976 au Texas, Susan a rapidement émergé de l'ordinaire pour entrer dans une vie marquée par des choix étonnants et des circonstances mystérieuses. À l'adolescence, Susan s'est aventurée dans le monde de la danse exotique, une décision audacieuse qui a jeté les bases d'une histoire fascinante. En dépit de la légalité discutable de cette période de sa vie, elle a rapidement amassé des fonds et a choisi de poursuivre des études en tant qu'infirmière. Cependant, la vie académique ne correspondait pas à ses aspirations de liberté. Sans diplôme, Susan s'est lancée dans le monde de la restauration en tant que serveuse, traçant son propre chemin vers un futur incertain. Son voyage l'a conduite à Galveston en 1997, dans un restaurant de bord de mer où elle a croisé le destin sous la forme de Jeffrey Wright, un homme d'affaires prospère. Calme et attentionné, Jeffrey a rapidement pris une place spéciale dans la vie de Susan. Leur relation a évolué rapidement, avec Jeff prenant des mesures extraordinaires pour la faire se sentir unique. Des appels téléphoniques au restaurant jusqu'à la fondation d'une famille avec la naissance de leur enfant, leur mariage semblait être un conte de fées texan. Mais même si le couple paraissait heureux de l'extérieur, c'était loin, très loin, de la réalité des choses. La quiétude de leur paradis familial allait être ébranlée par des événements tragiques et des secrets inattendus. Dans l'ombre des apparences idylliques d'un couple en apparence parfait, se cache une histoire troublante et complexe. Jeff et Susan semblaient former un duo harmonieux, mais la réalité était bien plus sombre. Effectivement, Jeff n'avait en réalité pas toujours été comme ça. Des témoignages évoquent une jeunesse tumultueuse, des soirées festives et des activités illicites. Mais lorsqu'il rencontra Susan, tout semblait changer. Le couple avait une dynamique qui cachait soigneusement les fissures grandissantes sous la surface. Même s'il dégageait cette image d'un couple heureux, la réalité était tout autre. Leur déménagement dans la banlieue de White Oaks à Houston, la naissance de leurs enfants, Susan, jonglant entre les responsabilités familiales, tandis que Jeff se plongeait dans le travail. Une vie en apparence équilibrée. C'est à ce moment que la forte façade qu'ils avaient réussi à bâtir devant amis et famille a commencé à montrer des fissures. Les vieux démons de Jeff refirent surface, l'alcool et la drogue reprirent leur place et l'ombre de la violence commença à planer. Susan, tentant désespérément de sauver son mariage, découvrit la réalité brutale de la dépendance de Jeff qui ne faisait qu'empirer au fil du temps. Plus les années passaient, et malgré les efforts de Susan pour être une bonne personne et une bonne femme, le cauchemar devenait insupportable. La peur pour sa sécurité et celle de ses enfants la hantait. Jeff, de plus en plus violent, pensait que sa domination financière justifiait tout. Mais Susan savait qu'une issue devait être trouvée à tout prix et le plus rapidement possible. Le 13 janvier 2003, la vie de Jeff bascule dans l'obscurité d'une soirée imprévue. Pendant l'après-midi, et comme à son habitude sous l'emprise de substances et d'alcool, il joue avec son fils Bradley. Mais la situation dégénère.
Un geste de trop, des pleurs étouffés. Pensant échapper à l'attention de Suzanne, Jeff ignore qu'elle a tout vu. Au coucher, l'atmosphère devient étrange. Suzanne, en peignoir, l'attend dans l'embrasure de la porte. Elle a créé une scène romantique avec bougies et musique. Jeff n'aurait pas pu être plus excité. Il sauta sur le matelas et sans un mot, Suzanne commença à l'attacher au montant du lit. Jeff sentait que la soirée n'aurait pu être meilleure. Une fois Jeff accroché, l'expression de Suzanne changea, alors qu'elle regardait Jeff, attaché au lit, complètement impuissant, les années d'abus dont elle et ses enfants avaient été victimes lui revenaient en tête. Elle savait que c'était l'opportunité de mettre fin à sa souffrance, mais aussi à la souffrance de ses enfants. Un couteau caché entre en scène et la soirée prend une sinistre tournure. Jeff, impuissant malgré ses efforts, subit 193 coups, le plongeant dans l'agonie. Elle réalisa très vite ce qu'elle venait de faire et s'écroula au sol. La vie de Jeff s'était terminée le 13 janvier 2003. Lorsque Suzanne reprit ses esprits et alluma la lumière, elle fut frappée par un intense sentiment de panique face au crime qu'elle avait commis. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller en prison. Cela détruirait ceux qui restaient de sa famille. Elle devait faire au mieux et détruire toutes les preuves du crime. Elle prit d'abord une douche, puis retourna dans la chambre nettoyée. Une fois satisfaite, elle prit la décision d'appeler les parents de Jeff qui habitaient à Austin. Elle commença l'appel en sanglotant, affirmant que Jeff venait de rentrer de ses cours de boxe plus en colère qu'il ne l'avait jamais été. Elle leur dit qu'il a commencé à se déchaîner sur elle et leur fils. Ils ont donc demandé à parler à Jeff, mais Suzanne a expliqué qu'il était sorti de la maison et qu'elle ne savait pas où il était. Les parents, encore dans le flou, avaient besoin d'explications. Suzanne leur expliqua donc qu'il avait replongé dans la dépendance et qu'il avait craqué. En sanglots pendant plus d'une heure, elle se décida enfin à raccrocher, tout en sachant que son travail ne faisait que commencer. Dans les semaines qui ont précédé ce crime impensable, Jeff était plongé dans la construction d'une nouvelle terrasse et d'une fontaine, un projet qui ne verra jamais le jour. Mais à ce stade de l'histoire, l'ironie prend une sinistre tournure. Suzanne avait élaboré un plan. Elle traîna Jeff dans la cour arrière et le déposa dans le trou qu'il avait creusé pour la fontaine, ce qui signifie que Jeff avait creusé sa propre tombe quelques jours seulement avant de perdre la vie. Alors que le soleil commençait à se lever, Suzanne, confrontée à l'évidence que son plan était voué à l'échec, ne pouvait plus reculer. Elle devait agir vite. Dans une frénésie impromptue, elle a tenté de dissimuler le crime en jetant à la hâte des pelletées de terre sur le corps de Jeff, laissant derrière elle un tableau de négligence et de précipitation. Mais le pire était à venir. Suzanne, plongée dans un balai macabre de nettoyage, élimina toute trace du drame qui venait de se dérouler. Les sols, les murs, les plafonds, tout a été souillé par l'odeur âcre de la javel. Les draps ensanglantés, eux, ont été relégués dans un sac poubelle et jetés dans le jardin, témoins silencieux du terrible secret. Elle y traînera également le matelas, supposant que les enfants ne trouveraient rien. À leur réveil, et ignorant du cauchemar qui les entourait, Suzanne décida de les emmener comme si de rien n'était au centre commercial, jouant le rôle d'une mère innocente, cachant soigneusement la réalité effroyable qui résidait dans l'ombre de cette matinée maudite. Souvenez-vous, lors de cette funeste soirée, Suzanne prit la décision d'appeler les parents de Jeff, laissant entendre qu'une forte dispute les avait séparés. Ils supposèrent que leur fils viendrait les rejoindre pour discuter et apaiser les tensions. Mais les heures s'écoulèrent et Jeff n'apparut jamais.
L'inquiétude grandissait chez les parents qui rappelèrent Suzanne. Elle expliqua que Jeff était repassé à la maison, mais une nouvelle dispute les avait éloignés. Selon elle, il avait pris des affaires et avait disparu vers une destination inconnue. Une histoire élaborée avec en prime une bouteille d'eau de Javel secouée rageusement dans la chambre par Jeff pour expliquer l'odeur entêtante qui imprégnait les lieux. Dans un second temps, le patron de Jeff ne tarda pas à appeler Suzanne, recevant la même version de l'histoire. Jeff était parti et elle ignorait où il se trouvait. Dans la même journée, c'était maintenant le voisinage, alerté par l'absence de Jeff, interrogea Suzanne, qui répéta inlassablement le même récit. L'une des voisines suggéra même de signaler sa disparition à la police. 2 jours plus tard, Suzanne se retrouva au poste de police, déposant un rapport basé sur son récit. La police, prenant des photos de ses faux bleus et coupures, croyait chaque mot de son histoire. Une ordonnance de non-communication fut même suggérée par les enquêteurs pour assurer sa sécurité et celle de ses enfants. Pourtant, la vérité sombre se cachait dans l'ombre. Suzanne n'avait toujours pas trouvé de sépulture convenable pour Jeff, et le chien de la famille avait découvert le lieu, déterrant les secrets enfouis. Des preuves émergèrent, exposant le mensonge macabre. Le samedi suivant, Suzanne réalisa l'impasse de sa mascarade. Les questions devenaient insoutenables et l'étau se resserrait. La pire partie de cette histoire se dévoilait lentement. Finalement, Suzanne ne put maintenir l'illusion plus longtemps. Confrontée à ses propres mensonges, elle déposa ses enfants chez sa mère à plusieurs kilomètres de là. Face à sa mère, elle répéta la même histoire encore une fois, mais l'inquiétude dans les yeux maternels décela quelque chose de plus sombre. Certains aspects de l'histoire n'avaient pas de sens. Sa mère se décida donc à lui demander « Suzanne, as-tu tué Jeff ?» Et avec un léger mouvement de la tête, Suzanne avoua. Après cette terrible confession, les parents de Suzanne ont immédiatement pris l'initiative de contacter un avocat. De son côté, Suzanne n'avait plus d'autre choix que d'aller tout avouer à la police. Mais avant de faire ça, elle va prendre soin de concocter une histoire qui la ferait passer pour la victime. Elle expliquera à la police que Jeff l'avait attaquée avec un couteau. Alors que les deux se disputaient, elle aurait réussi à saisir l'arme et, dans un acte de légitime défense, l'aurait poignardé. Le problème, c'est que toute cette histoire n'expliquait pas pourquoi elle l'avait poignardé 193 fois. Lors de son procès, et en pleurs, elle expliquera qu'une fois qu'elle avait commencé, emportée par les émotions et le poids de tout le mal que Jeff causait à sa famille, elle n'a pas réussi à s'arrêter. Cependant, il fallut peu de temps au tribunal pour se rendre compte qu'elle mentait sur les faits et que les larmes de Suzanne étaient fausses depuis le début. Après seulement 5 petites heures, le jury délibéra que Susan Wright était coupable du meurtre de son mari. Elle sera condamnée à 25 ans de prison, mais c'est très loin d'être la fin de cette histoire. En 2005, dans un retournement de situation, la première fiancée de Jeff a décidé de témoigner concernant le comportement abusif et violent de son ex-mari. D'après elle, Suzanne ne pouvait que dire la vérité, puisqu'elle avait elle aussi vécu le même enfer. La police va donc prendre ces accusations très au sérieux et 5 ans seront retirés de la peine de Suzanne, la rendant éligible à la libération conditionnelle en 2014. Après un premier refus du tribunal, puis un autre en 2017, Susan Wright sera finalement libérée en 2020. Elle vit maintenant une vie discrète et cherche d'après elle à tout oublier. Dites-nous en commentaire si vous pensez que la place de Suzanne est au sein de la société ou si sa place reste en prison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo.